Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du balado IA Québec par le Conseil de l'innovation du Québec. Je suis Anne Nguyen, responsable de l'intelligence artificielle. Je suis ici aujourd'hui avec Marc-Antoine Dillac, professeur en philosophie à l'Université de Montréal et aussi récipiendaire d'une chaire Canada CIFAR en intelligence artificielle. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Ça va bien? Un très, très gros sujet aujourd'hui quand même, parce que les gens entendent beaucoup parler de la Déclaration de Montréal, on entend beaucoup parler du rapport Prêt pour l'IA, et les gens de la francophonie nous disent on a envie d'avoir la recette du Québec. Là, c'est gros la recette du Québec. Là. C'est plus gros que juste une recette de poutine. On a une recette apparemment qui permet aux gens de bien réfléchir autour des enjeux en intelligence artificielle. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce que ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que les gens ressortent de l'épisode et disent ah, la Déclaration de Montréal, je comprends pourquoi elle est importante. Je comprends le lien qu'il y a entre la Déclaration de Montréal puis où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, malgré qu'on a fait une nouvelle démarche près pour l'intelligence artificielle. Donc, c'est quoi la genèse de la Déclaration de Montréal? Alors, la genèse, pour bien la comprendre, il faut d'abord il faut replacer le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est 2016-2017. Montréal est un pôle déjà très, très important de l'IA, du machine learning, sous le leadership notamment de Yoshua Bengio, mais il faut aussi penser à d'autres chercheuses et chercheurs de cet écosystème, comme Joël Pinault. Et ce pôle de recherche en IA se consolide fortement. Et en même temps, on commence à se poser des questions sur l'éthique de la recherche en IA. Ça va commencer comme ça. L'éthique de la recherche en IA, avec notamment une question qui revient assez souvent dans le milieu de l'informatique, c'est l'utilisation de cette recherche en IA à des fins, par exemple, militaires, ou à des fins, en tout cas, qui pourraient engendrer des torts à certaines populations. Et donc, à partir de 2016, il y a une réflexion qui est enclenchée dans le milieu de l'informatique, dans le milieu de la recherche en machine learning. Les informaticiens vont se réunir, notamment à Asilomar, en Californie, pour faire l'une des premières listes de principes d'éthique de l'IA, avec ce souci de répondre à la question de l'usage militaire de l'IA. Alors en 2017, ce qui se passe, c'est que le Québec, avec son fort écosystème, pose une question un peu plus générale. Pas simplement sur un usage militaire de l'IA, mais tout simplement une question générale sur les impacts que l'IA va avoir sur la société. Impacts sociétaux forts, notamment dans le milieu du travail, mais pas seulement dans le milieu du travail, par exemple, la vie démocratique. On se pose déjà ces questions en 2017. Et donc, le scientifique en chef à l'époque, avec les représentants de l'écosystème de l'intelligence artificielle, va poser une question qui va prendre la forme d'un forum fin 2017, à savoir quelle est la voie pour l'IA socialement responsable au Québec. Et c'est à l'occasion de la préparation de ce forum qu'on va lancer cette initiative d'une déclaration de Montréal pour l'intelligence artificielle, avec deux spécificités. Oui. La première spécificité de cette déclaration, c'est qu'elle touche tous les secteurs. Tous les secteurs de la vie, parce que la réflexion qu'on se fait, c'est que l'IA va impacter absolument toutes les sphères de la vie sociale, le quotidien, comme la sphère du travail ou des services publics. Ça, c'est une première différence. La deuxième différence très notable, et qui va donner en fait peut-être ce dynamisme à la déclaration, c'est la méthode d'adoption, la méthode même d'élaboration de la déclaration. La déclaration, elle repose au fond sur l'idée que puisque l'IA impacte tout le monde doit avoir une voix dans l'élaboration d'un cadre éthique, d'un cadre d'orientation de l'IA. Et donc, on va tout simplement proposer quelque chose qui est un peu inédit, en fait, c'est d'inclure une diversité de voix, notamment celle des citoyennes et des citoyens, dans ce dialogue sur l'IA responsable. Et un an plus tard, après avoir commencé ce processus, on a pu présenter une déclaration
qui est la plus complète, du point de vue éthique, qui est la plus complète des déclarations qui ont été produites par la suite. Mais je trouve ça courageux d'avoir, à ce moment-là, déjà pensé aux citoyens. Parce que lorsque tu penses aux citoyens qui ont cette technologie entre les mains, puis à ce moment-là, c'est pas tout le monde qui l'avait entre les mains, là, je me dis, plus tu comprends, plus tu es capable de l'accepter. Est-ce que c'est ça votre intention, de se dire, hey, on va prendre le courage, là, on va en parler maintenant, on va démystifier. Donc, parle-moi un petit peu de cette tangente-là. Là. Absolument. L'idée de l'inclusion des citoyennes et des citoyens, mais aussi de groupes qui sont parfois défavorisés dans l'accès aux nouvelles technologies, parfois déclassés socialement, mais simplement défavorisés dans l'accès aux nouvelles technologies, parfois qui n'ont pas du tout accès en fait aux nouvelles technologies. Cette inclusion-là, elle a pour but de faire en sorte que tout le monde puisse s'emparer de cet objet ou de ces objets que sont les systèmes d'intelligence artificielle et d'en voir le bénéfice pour leur vie de tous les jours. Ça se construit ensemble, cette IA partagée. Ça se construit ensemble, l'idée étant que l'IA n'existe pas si elle n'est pas utilisée. L'IA n'existe pas si elle n'est pas déployée dans le contexte social. Et pour pouvoir être déployée dans le contexte social, il faut tout simplement construire les bases d'une confiance dans les technologies, mais aussi une confiance dans les acteurs de ce développement de l'intelligence artificielle. Et il faut tout simplement construire les bases de l'acceptabilité sociale de ces technologies. C'est excellent parce que là, j'ai comme l'impression qu'on est en train d'ouvrir une capsule de temps. Puis là, dans cette capsule de temps, quand même, dans notre univers, il y avait déjà le Mila qui est quand même connu mondialement. À partir de la Déclaration de Montréal, sachant que dans l'écosystème, le Mila existait déjà, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Quelle action concrète est-ce qu'on a mis en place? Alors, d'autres organismes vont être créés, vont en fait tout simplement devenir des créations un petit peu naturelles de ce mouvement de réflexion sur l'IA responsable. Le premier organisme est un organisme qui est voulu par le scientifique en chef avec toute la communauté de recherche au Québec. Ce sera un observatoire dont la mission en fait est d'éclairer, d'étudier les impacts sociétaux de l'IA pour pouvoir orienter son développement. Donc c'est un prolongement naturel de la déclaration de Montréal et l'écosystème va tout simplement se retrouver autour d'un projet qui prendra la forme de l'Obvia, c'est-à-dire un observatoire des impacts sociétaux de l'IA et des techniques numériques. Ça, c'est une première réalisation extrêmement importante parce qu'il faut dire qu'en 2025, cette réalisation-là est toujours unique au monde. Il y a beaucoup de centres de recherche universitaires qui font de la recherche en éthique de l'IA, mais il n'y a pas cette concentration que nous avons à l'Obvia, au Québec, une communauté de plus de 200 chercheuses et chercheurs, et puis une interdisciplinarité qui est au cœur du projet de l'Obvia. Mais je dirais, cette interdisciplinarité au cœur du projet de l'Obvia, elle reflète tout simplement l'interdisciplinarité au cœur de l'écosystème de l'IA au Québec. Et je crois que c'est ça qui fait véritablement l'identité québécoise de cet écosystème de l'IA. Donc ça, c'est une première réalisation absolument majeure. Une deuxième réalisation, je pense, qui est connectée à la démarche de la Déclaration de Montréal, c'est le Forum IA Québec. Alors pourquoi Forum IA Québec avait pour mission de s'intéresser justement au transfert de connaissances vers les entreprises et d'aider les entreprises québécoises à adopter l'IA. Pas forcément à produire de l'IA, mais à savoir l'utiliser pour améliorer les processus internes et améliorer les activités d'affaires. Mais ce n'est pas n'importe quelle IA qui devait être adoptée. C'est de l'IA responsable. Et donc, il y a un lien qui est fait dans cet écosystème entre ces différents organismes, que ce soit évidemment la recherche fondamentale à Mila, la recherche opérationnelle à Ivado, cette recherche interdisciplinaire avec des sciences sociales qui sont mises à l'honneur à l'Obvia, et puis le transfert de connaissances avec disons une emphase qui est mise sur l'adoption de l'IA responsable avec Forum IA Québec. Et je crois que c'est cet écosystème-là qui a bénéficié, on va dire, de l'impulsion que la Déclaration de Montréal a donnée. C'est super intéressant aussi parce que là, la mission de Forum IA, c'est l'adoption.
Puis maintenant, la mission du Forum IA est rendue au Conseil de l'innovation. Donc, le rôle que j'occupe, puis je me sens toujours honorée de le faire, c'est de permettre aux gens de bien comprendre la technologie pour qu'ils puissent l'adopter dans leur entreprise. Mais là, tu me dis quelque chose. Je pense que c'est important parce que les gens entendent beaucoup d'IA responsable. Tout le temps, il faut faire de l'IA responsable. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire IA responsable? Est-ce qu'il y a une définition? Est-ce qu'il y a des principes? Dis-nous-en un petit peu plus. Alors, c'est comme toutes les expressions, quand on finit par les répéter trop souvent, on perd le sens. Exact. L'IA responsable, pour le dire de manière très très simple, c'est une IA qui est alignée avec des valeurs sociales et des principes éthiques qui sont adoptés en commun. La déclaration de Montréal, elle est de Montréal. Elle a pour vocation à inspirer d'autres initiatives en éthique de l'IA, mais elle s'enracine dans un contexte bien particulier. Ça, c'est une première chose. Donc, une IA qui est alignée avec des valeurs sociales et des principes éthiques. Et puis, l'IA responsable, c'est une IA qui est développée avec le sens de la responsabilité, le sens, en fait, des conséquences que cette IA va produire dans la société, va produire sur les populations, sur les groupes. Et ce sens de la responsabilité, ce sens de la conséquence, ce sens en fait de l'anticipation des conséquences, c'est ce qui fait que l'IA est responsable ou n'est pas responsable. Donc on peut opposer, si on veut, un principe de responsabilité qui est un principe d'anticipation des conséquences, des effets, et un principe qui serait justement non responsable, à savoir si je peux le faire, je vais le faire. Oui. Et ça, ce n'est absolument pas, évidemment, la vision d'une IA éthique et d'une IA responsable. Mais je pense que tu l'as super bien simplifié parce que les gens entendent responsable, puis là, pourtant, c'est naturel. Comme humain, des gens, tout est une gestion de risque. Est-ce que je veux prendre le risque de créer une nouvelle conséquence ou je vais prendre le bon risque, le bon niveau de risque pour accomplir quelque chose de bien? Donc, question de risque, puis en intelligence artificielle, on sait que c'est super important. Mais là, nous, on a fait une promesse à travers ce balado que les entrepreneurs allaient comprendre un concept puis le superposer dans leur réalité. IA responsable et entrepreneur. Comment tu traduirais ça? Alors, je dirais d'abord que l'IA responsable, comme elle est pensée dans une déclaration d'éthique, avec des grands principes qui sont forcément des principes très généraux, l'IA responsable, c'est un outil pour développer ou utiliser de l'IA qui peut être acceptée, non seulement par la population en général, mais aussi par les employés, les travailleurs de certaines industries qui se sentent à l'aise avec cette IA, qui comprennent bien, par exemple, les principes de collaboration entre humains et machines, qui comprennent, par exemple, qu'une IA responsable, c'est une IA qui protège l'autonomie, le bien-être des travailleurs, des employés, mais aussi des utilisateurs finaux. Alors c'est absolument essentiel en fait de comprendre ça et de pouvoir le transcrire dans une réalité entrepreneuriale, dans la réalité des entreprises. Comment on le fait ? Ça c'est la grande question. Comment on le fait ? C'est certain que quand on lit la Déclaration de Montréal et qu'on n'est pas un spécialiste d'éthique, on se dit, oh là là, c'est compliqué, on a beaucoup de principes abstraits, des principes sur lesquels on est d'accord, mais on ne voit pas très bien comment on va l'appliquer dans une réalité très concrète qui est la réalité, par exemple, d'une entreprise ou d'une organisation publique. Alors là, je dirais, il faut procéder de manière patiente. Hein. Tout ne se fait pas en une seconde, en une semaine. Il faut d'abord appliquer la déclaration et les principes à un secteur d'activité. La déclaration de Montréal appliquée au secteur médical, ça n'est pas la même que celle qui est appliquée au secteur, par exemple, des marchés financiers. Et je prendrai cet exemple, peut-être pour éclairer justement comment on peut utiliser la déclaration de Montréal de manière sectorielle et ensuite appliquer à des contextes plus concrets. L'autorité des marchés financiers au Québec a justement été très intéressée par la traduction des principes pour les institutions financières. Qu'est-ce que ça implique ? Ce que ça implique, ça peut se calculer aussi en des coûts monétaires, des coûts économiques et financiers importants, puisque toute entreprise va devoir évidemment subir un certain coût pour se mettre en conformité. Mais on veut réduire ce coût. Non seulement on veut réduire ce coût, mais on veut utiliser l'occasion de l'application des principes éthiques pour
en fait générer des profits. Comment on génère des profits en appliquant OK, là, une tu viens de déclaration m'intriguer, de... là. Comment on tire des profits de Oui, ça? Mais tout simplement, on renforce la confiance des clients, des c'est vrai. partenaires, et on attire de nouveaux clients. On a toujours davantage envie de faire du business avec une entreprise qui fait les choses correctement, Oui, avec les bonnes valeurs. avec les bonnes valeurs, qu'avec une entreprise dont on se dit il est possible qu'elle soit à un moment donné mise à l'index, montrée du doigt, voire impliquée dans un scandale. Et donc ça, je crois que ça, c'est très très important de pouvoir garantir Oui, des relations d'affaires qui sont fondées sur une confiance réciproque. Et cette confiance réciproque, on ne peut l'obtenir que quand elle est elle-même basée sur des principes éthiques reconnus. Euh, et donc, l'autorité des marchés financiers a voulu faire ce travail-là. D'abord, de manière sectorielle, appliquée aux institutions financières. Puis on a montré, tout simplement, mais c'était un travail patient, il a fallu le oui, faire, et je crois qu'il faut le faire en fait pour chacun des secteurs importants. Éducation, médecine, l'armée aussi, hein, puisqu'il faut y penser dans ce monde. Et puis les institutions financières, très importantes pour pouvoir générer de la stabilité économique. Et donc, on a fait ce travail-là, de montrer comment les principes de la déclaration s'appliquaient, par exemple, à des assureurs. C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi important que ça nous ça. touche tous. Voilà. Oui, vraiment. Et ensuite, il faut montrer comment ces principes appliqués dans un secteur vont être traduits dans une activité plus concrète. Donc, un assureur, c'est pas exactement la même chose qu'un gestionnaire de portefeuille, par exemple. Mais c'est montrer la spécificité à chaque Oui. fois. Donc, ce que tu donnes espoir aujourd'hui, c'est qu'un entrepreneur peut lire la déclaration, mais le traduire en actions concrètes. Ça, pour moi, c'est essentiel que les gens l'entendent, le comprennent, parce que ce ne sont pas des principes qui sont astronomiques, là. C'est des principes qu'on connaît. Tu parles de collaboration, la confiance. Mhm. IA ou sans IA, on doit établir la confiance. Puis je pense que ça, c'est dans l'ADN de toute personne qui font des affaires et qui donnent un service, qui créent un service, qui veulent une interaction, puis ils veulent que les clients reviennent. Donc, ça, ils peuvent seulement revenir avec la confiance. Il y a une autre chose que tu me dis, ça me frappe quand même parce que tout a commencé en 2016. Vous avez parlé aux citoyens. 2017, 2018, là, il y a la Déclaration de Montréal. Puis là, aujourd'hui, on est en 2025. Puis quand même, tu parlais de patience. Je me dis tout le temps que l'IA va tellement vite que parfois, on est emballé par la technologie, puis on n'a jamais pris le temps. Puis je me dis tout le temps, ah, tu sais, si on avait pris le temps, puis si on avait été patient, ben on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui à se poser les mêmes questions. Ou, en fait, on doit toujours se poser ces questions-là, mais ces questions-là s'appliqueraient peut-être à quelque chose d'autre. Donc, dis-moi, est-ce que la Déclaration de Montréal, selon toi, a bien été utilisée jusqu'à ce jour? Ou peut-être tu dis, ah, moi, j'aurais aimé ça qu'elle soit utilisée peut-être d'une autre façon. Là, on rêve un peu, là. Alors rêvons. Mhm. Je pense qu'on a déjà fait beaucoup de choses avec la Déclaration de Montréal. L'une des premières choses, c'est qu'elle a inspiré d'autres cadres normatifs, C'est vrai. des cadres normatifs internationaux. Et donc, il y a une certaine postérité qu'on peut déjà documenter de la déclaration. C'est certain qu'on aimerait une adoption plus grande des principes de la déclaration, mais je crois que ça prend en fait le travail que vous avez par exemple fait au Conseil de l'innovation, de mettre toutes les parties prenantes Mhm. autour de la table. Le rapport Prêt pour l'IA, Oui. il se justifie par cette démarche de concertation des parties prenantes et de montrer à des moments clés du développement de l'écosystème qu'il est temps de se réunir pour réfléchir de nouveau à la manière dont on applique des principes, euh, la manière aussi dont on ajuste ces principes à de nouvelles réalités. La Déclaration de Montréal, elle est antérieure à l'envol de l'IA générative. Alors, Vraiment. il Même est le rapport prêt pour l'IA, hein? même le Oui. rapport Prêt pour Mhm. l'IA, on sent des choses dans le rapport Prêt pour l'IA, mais c'est antérieur à Oui. cet envol-là. Et donc, je crois que c'est important, effectivement, de prendre le temps de revenir à la table, toutes et tous ensemble, parties prenantes, mais aussi Mhm. citoyens, communautés, et de réfléchir à ces principes. Ça, c'est Mhm. une première réponse. C'est certain que, euh, avec la réflexion, prendre le temps de la réflexion, c'est bien, et puis il faut utiliser le momentum Oui. pour avoir des actions qui sont peut-être modestes, mais qui ont un impact très grand.
Moi, je crois beaucoup à des pas, des petits pas, Oui, hein, et qui mène loin. mais qui mènent loin. Alors, par exemple, de la Déclaration de Montréal, on pouvait passer, et puis on travaille là-dessus, à des listes d'évaluation fondées sur les principes. Montrer comment les organisations, pas seulement les entreprises, mais les entreprises notamment, comment voilà, on est capable d'utiliser ça pour évaluer un projet d'IA ou évaluer son utilisation dans une entreprise, comment elle va avoir un impact sur les travailleurs, comment elle va avoir un impact sur les clients. Donc ce sont des petits pas qu'on peut mettre en place en utilisant ce Oui, momentum. Et je crois que le rapport Prêt pour l'IA nous encourage oui, justement à nous remettre autour de la oui, table. puis à rendre je pense, discussions qui semblent philosophiques en actions concrètes. Absolument. Et justement, tu sais, quand tu parles des entrepreneurs, ils sont habitués, tu sais, ils ont tout le temps des listes à ce que je suis conforme à tel item. Ils le font en approvisionnement, mais ils le font aussi en droit. Donc, tu sais, ce bout-là, ce que j'apprécie le plus, c'est que on dirait que on peut quand même adopter de l'intelligence artificielle, tu sais, parce que d'un côté, tu sais, on parle de patience, mais d'un autre côté, quand même, la vie technologique a avancé. Bien sûr. Donc, comment un entrepreneur peut choisir aujourd'hui des solutions? Est-ce qu'il y en existe des solutions, tu sais, prêtes à portée de main, là, tu dis, ces solutions-là vont me permettre d'avancer, mais dans une IA responsable? C'est parce qu'il y a pas, tu n'arrives pas dans un magasin puis tu dis, ah, IA responsable, je prends la boîte, je l'installe chez nous. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais quand même, il existe des Mhm. solutions ou du moins peut-être des bonnes questions avant de faire ce fameux branchement-là, intelligence artificielle. Alors moi, je suis un universitaire. Mhm. C'est plus facile pour moi que si je me mets à la place d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse, et que je me demande quels sont les bons principes que je devrais Oui. utiliser. Voilà, même cette Mhm. question-là est compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a une multiplication des cadres éthiques, une multiplication des cadres normatifs, et qu'à un moment donné, on se sent un peu pris au Dépassé. dépourvu, Mhm. hein. Alors c'est là que le travail des organisations intermédiaires, comme les conseils, comme les ordres professionnels, comme les autorités de régulation, ont un rôle absolument essentiel à jouer. Absolument essentiel. Ce sont ces organisations qui permettent justement la traduction et aussi la sélection des principes et des normes qui devraient être adoptés dans un secteur d'activité et devraient être adoptés par les entreprises dans ce secteur d'activité. Donc moi, je dirais un petit peu chacun à sa place dans ce travail-là. Je crois fortement aux collaborations. Oui. Je crois fortement à la plus-value de chaque organisation. Chaque organisation a ses missions, son mandat, ses compétences, ses avantages sur les autres organisations. Et c'est la complémentarité Oui. qui va nous permettre d'aider véritablement les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises à adopter de l'IA responsable. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, mais je crois qu'on a absolument toutes les ressources au Québec pour pouvoir le faire. Mais je pense que je trouve important que tu dis que c'est pas facile parce que les gens se font tellement dire allez-y, c'est facile, le train est en train de passer, juste sauter dedans. Mais se faire dire, se faire rassurer que c'est pas facile, je pense que ça conforte. Mais là, moi, je veux juste prendre une petite escapade parce que j'ai la grande chance, moi, de pouvoir te parler plus souvent Mhm. que les auditeurs qui sont en train de nous écouter. Puis j'ai vraiment envie qu'on puisse partager un super beau moment qu'on a passé lorsqu'on a préparé ce balado, ce podcast en bon français. Tu sais, on parlait que c'est peut-être pas nécessairement tangible, l'intelligence Mhm. artificielle. Donc, tu sais, intégrer de l'intelligence artificielle, puis tout d'un coup, on a fait une espèce de parallèle avec Internet, Mhm. puis avec les ordinateurs. Puis j'ai vraiment envie que tu partages ce moment-là parce que je sens que c'est concret, puis ça va parler aux gens. Oui, alors l'idée qu'on avait effleurée, c'est Mhm. cette idée que une infrastructure informatique, elle devient importante en fait quand elle permet de relier les gens. Mhm. Les ordinateurs personnels ont commencé à être diffusés dans les années 80, mais c'est véritablement avec l'arrivée d'Internet que l'ordinateur personnel prend une importance tout à fait nouvelle. L'ordinateur devient un terminal qui Mhm. permet de relier des gens, qui permet de transmettre des informations et de bonifier les informations, en fait. Et c'est donc dans cet esprit-là, quand ça améliore la communication, quand ça améliore la collaboration, que l'infrastructure technologique, en l'occurrence numérique, eh bien, prend tout son sens. Alors, je pense qu'il en est de même avec l'IA. L'IA, ça améliore effectivement
ça peut améliorer par exemple des recherches personnelles. Ça peut améliorer des tâches que les individus font de manière individuelle. Mais l'IA a un sens qui est collectif. D'ailleurs, ce sens collectif, on l'avait tout à fait identifié dans la Déclaration de Montréal, puisque Oui. le 4e principe de la Déclaration, qui la rend d'ailleurs tout à fait unique, est un principe de solidarité, où on encourage la collaboration entre les humains et les machines, entre les humains avec les machines. Et donc, l'IA prend tout son sens quand elle permet de relier des êtres humains, que ce soit simplement pour avoir une meilleure interaction émotionnelle, ou bien pour améliorer le Oui. travail et bonifier encore une fois Oui. la communication. Mais c'est pour ça, en fait, qu'avec l'IA générative, on parlait de démocratisation de l'intelligence artificielle parce qu'avant ça, c'était pas tangible pour tout le monde. Et là, tout d'un coup, on voyait un extra. C'était des résultats qui étaient diffusés d'une certaine façon, que ce soit au vocal, propulsé par l'intelligence artificielle, ou que ce soit un texte qui a été créé par l'intelligence artificielle. Là, les gens ont fait « OK, c'est à ça que ça ressemble. » Parce Mhm. qu'il y a un grand moment où il y avait une désillusion totale. Les gens ne savaient pas à quoi ça servait. Puis les scientifiques, ils disaient « Oui, oui, ça va servir, mais il n'y avait pas d'extra. » Donc, un peu de la même façon qu'avec l'ordinateur ne servait à rien. Ouais. Puis les deux, on est fans de Friends, là, puis on Ouais. se souvient tous de Chandler qui a son premier ordinateur, puis il sert à rien, cet ordinateur-là. Games and stuff. Oui, exactement. Donc, effectivement. Oui, bien ça, je trouve ça fabuleux. Ouais. Merci de nous avoir permis, en tout cas, de m'avoir permis d'ouvrir ce petit moment qu'on avait passé, nous deux. Puis, tu sais, à travers ce balado encore, tu sais, on s'était fait une promesse de les mettre en action, les entrepreneurs, mais mettre aussi l'écosystème en action pour les entrepreneurs. Donc, c'est pour finir puis conclure, là, 2 choses que tu voudrais peut-être pour les entrepreneurs puis pour l'écosystème qui la soutient. Oui, alors on peut penser à une chose très très simple. J'encourage tout le monde, les entrepreneurs en particulier, à aller simplement lire la déclaration. C'est pas très long. Les 10 principes, c'est pas très long. Après, il y a un texte qui est un peu plus long avec des sous-principes. On peut les lire aussi. Ce sera une bonne pause Mais oui. dîner, voilà. Lire la déclaration et puis prendre un petit peu le temps de se demander qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque pour pouvoir l'appliquer, pour en faire un bon usage et pour bonifier mon activité? Qu'est-ce qui me manque? Et je pense que ça, c'est très important en fait d'avoir un retour d'expérience, à partir des activités professionnelles, savoir comment on peut l'améliorer, comment on peut la rendre plus actionnable, si on veut, opérationnelle. Et ça, c'est ce retour d'expérience des entrepreneurs qui va nous permettre de le faire. Donc, moi, j'encourage d'abord, aller lire la déclaration, Oui. regarder comment l'utiliser. Et puis, l'écosystème, il doit être à l'écoute, justement, de ces besoins-là. Une fois qu'on a identifié les besoins, l'écosystème doit être à l'écoute, de telle sorte qu'il puisse répondre aux attentes et que, encore une fois, par une collaboration des différents secteurs de la société civile, monde académique, mais aussi les régulateurs, les institutions publiques, faire en sorte que cette expérience-là, des défis et des réussites, nous permettent tout simplement d'aller vers une adoption plus grande, plus large, plus efficace aussi de l'IA responsable. Excellent. Tu sais, puis là, j'ose faire un petit parallèle parce que quand même, en 2025, on a des outils. Tu sais, pour les gens qui peuvent se sentir intimidés par les mots de vocabulaire, par des longs textes, l'IA permet quand même d'offrir des outils pour vulgariser, peut-être même avec un lecteur immersif, d'écouter la Déclaration de Montréal qui est vraiment fabuleuse à lire. Mais moi, j'ai testé à l'écoute, puis elle est très agréable à écouter aussi. Puis... Marc-Antoine, je voulais te remercier énormément. Je pense que c'était important qu'on fasse le pont aujourd'hui entre la Déclaration de Montréal, parce qu'on est à Paris. Ça, c'est pas notre décor de balado puis de podcast habituel. Donc, tu es à Paris avec moi. C'était le sommet pour l'action en intelligence artificielle. Puis, je pense que c'était un moment important pour qu'on prenne un petit pas de recul. Puis qu'on se dise, hey, comment ça se fait qu'on est accueillis comme ça à Paris? Comment ça se fait qu'on est accueillis avec autant de gens qui disent, expliquez-nous comment ça fonctionne. Donc, tu l'as très bien démystifié pour nous. Donc, merci vraiment beaucoup. Puis, je veux remercier tous les auditeurs. C'était un épisode spécial sur la Déclaration de Montréal. J'étais avec Marc-Antoine Dillac, professeur en philosophie de l'Université de Montréal, et aussi récipiendaire de la chaire Canada CIFAR en intelligence artificielle. Merci, puis on se dit à bientôt.